Aurélien Pradier, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Un mot de cette prise de bec entre Hanouna et Louis Boyard, député LFI. Pour vous, c'est quoi? C'est un incident médiatique comme un autre ou c'est une crise démocratique? C'est beaucoup plus qu'un incident médiatique. D'abord, c'est absolument insupportable humainement. Je pense qu'on n'insulte personne de cette manière-là. On ne parle à personne de cette manière-là, qu'on soit député, qu'on ne soit pas député, qu'on soit ouvrier, qu'on soit citoyen. Tout ça, c'est révélateur de cette violence banalisée, y compris dans le verbe. Et puis, c'est révélateur de la déresponsabilisation de chacun. Quand on est un présentateur de télé, on a une responsabilité particulière. On n'est pas dans sa chambre à coucher, on n'est pas dans son salon en train d'hurler contre les uns ou les autres. On a aussi une mission de représentation. Je pense que M. Hanouna a totalement oublié cela. Et le député est peut-être allé là-bas parce qu'il cherchait ce genre de buzz. Oui, mais d'ailleurs, les députés de la France Insoumise, depuis le début, jouent ce jeu-là. D'abord, je ne comprends pas qu'un député vienne tutoyer un présentateur de télé. C'est quelque chose qui me choque. Alors, je peux être un peu vieille France, mais je considère que ce sont des règles absolument fondamentales. Pour être respecté, il faut être un minimum respectable. Le vrai dossier du week-end, c'est l'Ocean Viking qui a pu débarquer les migrants naufragés en France. Un bras de fer diplomatique s'en est suivi avec l'Italie. Est-ce que vous acceptez la générosité du gouvernement français et sa fermeté envers Giorgia Meloni ? Il n'y a ni générosité ni fermeté dans cette histoire. D'abord, il faut rappeler peut-être que les Italiens qui aujourd'hui nous expliquent qu'ils ne veulent pas accueillir ce bateau en ont dans le même temps accueilli 3 autres. Et donc n'allons pas expliquer que les Italiens auraient été plus fermes que nous. Non, tout ça c'est une démission générale des autorités européennes. C'est une démission générale des pays, des nations qui ne maîtrisent plus la politique migratoire. Et j'observe d'ailleurs que depuis quelques jours sur ce sujet, tout le monde hurle. Personne n'apporte de solution. Vous voulez vraiment qu'on continue à gérer notre politique migratoire au milieu de la Méditerranée? Qu'à chaque fois qu'un bateau se présente, que des migrants sont secourus, on se demande dans le bras de fer diplomatique entre les uns et les autres qui va les accueillir? Donc il faut la gérer au sud, avant qu'ils partent. Il faut la gérer globalement. Il faut la gérer d'abord avant qu'ils partent, en revenant vers les pays d'Afrique et en reposant des conditions et des discussions avec les pays africains. Nous ne discutons plus avec les pays africains. Quand je dis discussion, ce n'est pas une discussion en baissant la tête, c'est une discussion en posant des conditions sur les visas des dirigeants, sur les échanges d'argent par Western Union par exemple entre ces différents pays, sur les achats de gaz. Revenons vers les Algériens en refixant des règles. Enfin, on l'a fait avec les Russes, on doit être capable de le faire avec l'Algérie. Puis l'autre question, c'est la création de hotspots. La réalité, c'est que nous n'empêcherons pas des hommes et des enfants et des femmes de quitter, principalement des hommes d'ailleurs, de quitter leur territoire et de traverser la mer. Ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'ils sont récupérés dans des opérations de sauvetage, et j'ajoute qu'il nous faut les sauver en pleine mer, personne ne doit se poser cette question de savoir si on intervient ou pas. Où est-ce qu'on les amène? Créons des hotspots, comme on le fait sur les îles grecques, à l'extérieur de nos frontières nationales, à l'extérieur de Schengen, créons des zones internationales dans lesquelles on puisse faire le tampon, on examine leur situation, s'ils n'ont pas vocation à rentrer sur notre territoire, ils n'en rentrent pas, on les reconduit chez eux par Frontex. Ça, ce sont des solutions concrètes. Je ne pense pas que le rôle de la droite, ce soit de hurler avec la meute. Le rôle de la droite sur une question aussi importante que l'immigration, c'est d'apporter des solutions concrètes. Vous évoquiez le gaz, la problématique énergétique sera au cœur de la semaine avec un discours du gouvernement. Elle était au cœur de votre discours de lancement de campagne le 15 octobre. Vous souhaitez la fin de l'accord européen sur les prix de l'énergie, qui fait que l'électricité est indexée sur le gaz. Mais vous le remplacez par quoi? Il faut le remplacer par notre propre souveraineté. D'abord, sortir du marché européen de l'électricité est aujourd'hui devenu pour moi une évidence absolue. Ce marché européen de l'électricité avait du sens tant qu'il servait les différents États membres. Aujourd'hui, il ne sert plus les États membres, ou plutôt quelques-uns sont servis, d'autres ne le sont pas, en particulier la France. Le deuxième défi que nous avons à relever dans ce marché européen, c'est le fait qu'il soumet à la spéculation boursière le prix de l'électricité. Il est indexé sur le gaz, mais pas seulement, il y a aussi des discussions boursières sur des matières premières aussi essentielles que l'eau et l'électricité. Je considère qu'on doit sortir de la place boursière. Pour y parvenir, et répondre à votre question, il nous faut retrouver la souveraineté énergétique immédiate avec le nucléaire, relancer dans nos propres centrales existantes une augmentation de la production que nous n'avons pas aujourd'hui, et aller vers d'autres productions qu'on oublie, par exemple les barrages hydroélectriques. Nous avons une vraie ressource dans notre pays que nous sous-évaluons aujourd'hui, que nous sous-exploitons. Mais on n'en fera plus, les écologistes empêcheront tout barrage, ça noie des... Il ne s'agit pas non seulement d'en faire de nouveaux, mais il s'agit de faire en sorte que ceux que nous avons soient au plus haut de leur performance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et notamment parce que nous sommes sous la menace européenne de devoir les mettre en concurrence, ce qui fait que EDF notamment n'investit plus massivement dans nos barrages. Vous voterez la loi sur les énergies renouvelables qui a été votée au Sénat, ou vous voulez mettre le veto sur les éoliennes par exemple? Non, je ne la voterai pas.
Et je pense que c'est une erreur qu'elle ait été votée en l'état au Sénat. Le Sénat n'aurait pas dû céder face au gouvernement. Il faut mettre un frein immédiat au développement anarchique de l'éolien, qui n'est pour moi pas l'énergie renouvelable à favoriser. Je préférais qu'on investisse dans nos barrages ou dans des mini-turbines dans nos rivières, par exemple, pour faire de l'hydroélectricité. Et nous n'aurions pas dû baisser la garde sur ce sujet. Je m'y opposerai de toutes mes forces à l'Assemblée nationale. Alors vous êtes en lice pour prendre la présidence de LR, vous incarnez la ligne sociale. N'avez-vous pas peur d'incarner le gaullisme de grand-papa, celui de Gaulle, Chirac, Séguin, mais c'était loin, c'était le XXe siècle. La droite à laquelle je crois depuis que je me suis engagé en politique, moi, venu du Lot, dans une terre réputée imprenable, c'est une droite populaire. C'est pas une droite sociale, libérale, conservatrice, de dure ou molle, tout ça c'est de la littérature pour ceux qui s'ennuient. Ce qui est important, c'est que la droite parle à tout le monde. Et ça fait 10 ans qu'on ne parle plus à personne. Je veux qu'on parle aux ouvriers, je veux qu'on parle aux paysans, je veux qu'on parle aux chefs d'entreprise. La seule droite que je veux incarner, c'est la droite populaire. Et la seule droite qui a gagné depuis des années, c'est la droite populaire en 95, en 2007. Est-ce que renouer avec cette ambition de parler au peuple, c'est ringard? Je ne le crois pas du tout. Je pense qu'en réalité, c'est ce qu'il y a de plus ambitieux. Marine Le Pen déclare dans le JDD hier, Éric Ciotti, Aurélien Pradier, c'est les deux faces d'une même médaille. Incohérence politique, soumission au politiquement correct. Que lui répondez-vous? Je n'ai pas grand-chose à répondre à Marine Le Pen. Elle veut être la droite populaire, elle. Oui, elle veut plein de choses, Marine Le Pen, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Encore faut-il le pouvoir. Marine Le Pen, c'est par exemple celle qui, il y a quelques semaines, jurait ses grands dieux qu'elle ne voterait jamais de motion de censure avec la NUPES. Vous savez, avec M. Mélenchon et ses amis, et qui en l'espace de 24 heures a changé d'avis et a voté une motion de censure en alignant sa signature à celle de Sandrine Rousseau. C'est ça la cohérence politique de Marine Le Pen? Je pense que Marine Le Pen n'est pas à la hauteur de la responsabilité qu'elle prétend pouvoir se donner de présider notre pays. Encore faut-il que la droite soit capable d'incarner une alternance. C'est la mission dans laquelle je m'engage. Et vous vous engagez pour qu'il y ait un congrès fondateur le 5 décembre 2023, référence à la date de création du RPR en 1976. Mais fondateur de quoi? De cette droite néo-populaire? De cette droite populaire, tout court. Moi, je ne sais pas rajouter d'adjectifs ou de qualificatifs. Le jour où notre famille politique, celle de la droite républicaine, sera capable de parler, je le redis à tous les Français, et de parler de tous les sujets, elle aura gagné. Qu'avons-nous à dire sur l'éducation? L'immigration est un sujet fondamental et il faut en parler, peut-être avec plus de sérieux que nous le faisons d'ailleurs depuis quelque temps. Mais qu'avons-nous à dire en matière d'éducation, en matière d'écologie? Moi, je ne veux pas laisser à Madame Rousseau et à toute son équipe le soin de parler seul d'écologie. Parlons de la question de l'eau, qui est une question absolument justement, essentielle. Vous en avez beaucoup parlé lors du discours du 15 octobre. Vous programmez non seulement un des états généraux, mais en plus un conseil environnemental. Vous êtes pour les bassines? Les retenues d'eau pour les agriculteurs? Je suis favorable à ce qu'on travaille sérieusement sur la gestion de notre eau. Et il y a 3 volets pour cela. C'est une affaire très sérieuse. D'abord, lutter contre le gaspillage de l'eau potable. Nous sommes un pays dans lequel nous gaspillons entre 20 et 40% de l'eau. Des fuites dans les conduites. Des fuites dans les conduites avant même qu'elle arrive au robinet. Les Allemands ont lancé un plan d'investissement de plus d'1 milliard d'euros pour rénover leur réseau d'adduction d'eau. Nous sommes un pays dans lequel nous réutilisons moins d'1% des eaux usées pour irriguer notre agriculture. Israël réutilise plus de 70% de ses eaux usées pour l'agriculture. Les retenues d'eau, la création de bassines à des dimensions sérieuses, raisonnables, tout cela fait partie de la gestion de l'eau. C'est beaucoup plus important que l'interdiction des barbecues, des piscines individuelles ou des sapins de Noël. Alors, vous parliez de l'école, la droite et l'école. Alors vous proposez l'obligation de l'uniforme à l'école pour effacer les différences, notamment entre les riches et les pauvres. Est-ce que ça permettrait aussi de lutter contre l'offensive actuelle voulant imposer de nouveau le voile islamique? Bien sûr, et c'est d'ailleurs sur ces 2 sujets que je souhaite avancer avec le port d'une tenue unique. C'est pas une idée vieillotte. D'abord, en France, nous le faisons déjà. Dans les territoires d'outre-mer, nous avons une tenue unique dans nos écoles. Moi, j'ai été maire, je suis le seul des 3 candidats à avoir été maire, et j'ai vu dans mon école, celle de la Bastille-Murat dans le Lot, à quel point je repérais au premier coup d'œil l'enfant venu d'un milieu favorisé, défavorisé. Mais j'ai vu aussi, dans toutes les autres écoles de la République, les attaques en règle portées par nos enfants, par procuration, liées aux tenues religieuses et au voile islamique notamment. Il faut que la République cesse de reculer sur ces sujets. Et l'uniforme, c'est pas un recul, c'est pas une solution des années 50. Ça peut plaire aux gens? Je ne sais pas si ça plaît. En tous les cas, c'est aujourd'hui pour moi une arme nécessaire pour la République pour faire en sorte que ce lieu qu'est l'école soit un lieu sacré d'émancipation des enfants et pas un lieu dans lequel on instrumentalise les uns les autres. Est-ce que vous voterez l'abolition de la corrida qui va venir en commission des lois très vite et à la fin du mois à l'Assemblée? Non, je ne le voterai pas parce que c'est une tradition que je respecte.
je ne force personne à y participer s'il ne le veut pas. Je viens d'une région dans laquelle la corrida est une tradition très forte, et donc je respecte cette tradition et je ne voterai pas contre l'abolition. Est-ce que vous Je ne voterez voterai pas pour l'abolition? Est-ce que vous voterez pour la constitutionnalisation de l'avortement qui est proposée par plusieurs groupes? On a posé quelques conditions. Je suis très attaché au droit à l'avortement et à l'accès à l'IVG pour les femmes. Une des raisons de mon engagement politique est venue avec Chirac, avec Séguin, mais aussi avec Simone Veil. Et donc je ne serai pas le représentant d'une droite qui acterait un recul sur les droits des femmes. Il faut que le texte constitutionnel conserve une conditionnalité à l'accès à l'IVG. C'est-à-dire qu'il faut que la durée jusqu'à laquelle on peut procéder à l'IVG soit normée, qu'on ne puisse pas jusqu'au dernier jour procéder à un IVG, etc., etc. Dès lors que nous aurons ces garanties, et je vais batailler pour que nous les obtenions, je voterai la mesure. Dernier point, vous souhaitez que les LR choisissent leur candidat à la présidentielle en avril 2025. Est-ce que ce n'est pas à la fois trop tard parce qu'on a besoin d'une incarnation présidentielle ou trop tôt parce que 2 ans avant la présidentielle, c'est long, il faut tenir la distance? Je refuse que nous choisissions notre candidat dès l'année prochaine. Je pense d'ailleurs que tous ceux qui l'annoncent ne sont pas là pour rendre service en réalité au candidat en question. Moi j'ai vécu les épisodes Fillon, les épisodes Pécresse, j'ai vu à quel point il suffisait de quelques semaines pour que tout le monde s'acharne sur nos candidats. Le désigner l'année prochaine, c'est lui coller une cible dans le dos. Le rôle du futur président des Républicains, c'est de préparer le terrain à notre futur candidat. Laissons-lui 2 ans pour aller vers les Français. L'élection présidentielle, elle se joue devant les Français, pas seulement au sein de son parti. Et le moment venu, nous donnerons la force du parti politique. 2 ans avant me paraît très suffisant. La mission du futur président des Républicains, c'est autant de parler de tous les sujets à tous les Français que de réorganiser le parti. Et c'est pour ça que je suis candidat. Aurélien Pradié, merci et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain matin à 7h45, votre invité sera Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale.